Juste après notre première enquête, notre recherche à Fagnol, on se retrouve ailleurs. D'ailleurs, je vais continuer à avancer, je vais vous montrer un indice et vous allez me dire si vous voyez où on est. Vous pouvez lire là? Magistrat, où suis-je à votre avis? Allez. Deuxième indice, un peu plus parlant, peut-être, plein de vélos. Oui, plein de vélos. Où suis-je? Je vous laisse chercher un peu, j'avance. À tout à l'heure. Bienvenue dans un nouveau carnet d'Ephansus. Dans son périple, Ephansus arrive près d'une église qui renferme un trésor incroyable. Si je vous dis Michel-Ange, vous me répondez ça ou encore ça. Mais tout ça se trouve en Italie, on est d'accord. Et si un de ces trésors se trouvait à notre porte? Eh bien, c'est ce qu'on va raconter. Ephansus va commencer la visite d'une église devenue musée. Alors ça a son importance parce que du coup, qui dit musée dit entrée payante, ce qui est un peu surprenant. On s'y attendait pas tout à fait, mais on va voir que avec le trésor que ça renferme, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ephansus veut vraiment voir une pièce unique. Vous avez sans doute compris qu'il doit trouver un Michel-Ange, un indice pour savoir où il se trouve. Avant même de tomber sur cette pièce unique en Europe, Ephansus va être ébahi. La première pièce devant laquelle il tombe est juste wow, inimaginable, incroyable, époustouflant, intriguant, bizarre. Voyons ensemble. Ephansus en a les bras qui tombent. Les sculptures sont pour le moins atypiques. On y trouve souvent Sainte Catherine avec sa roue, mais comme dans beaucoup de cathédrales, la roue étant associée aux étoiles, au destin. Il y a bien sûr aussi ces hommes feuillages qui m'intriguent. D'ailleurs de plus en plus. J'aimerais plus d'informations sur eux, il faut que je les étudie. D'ailleurs, si vous savez quelque chose à propos d'eux, n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires, mettre des références ou ce que vous en savez ou m'envoyer vers des informations. Merci. Ce qui m'a choqué le plus, c'est l'évêque, tête nue, brandissant un cœur flamboyant. Mais surtout, il piétine sa mitre. Il conserve son sceptre bien droit. Je ne suis pas expert, et ce que je vais dire sur cette sculpture n'engage que moi. Pour résumer, je dirais que cet évêque nous dit que le clergé nous a fait mettre notre foi au mauvais endroit. Il nous dit qu'il faut mettre notre foi dans le cœur flamboyant. L'amour universel, le Christ, pas Jésus. En conservant sa crosse bien dressée, il nous indique qu'il nous guide, donc il faut le suivre. Voilà qui me fait penser aux Templiers qui, dit-on, auraient renié la croix. Mais ils croyaient quand même en quelque chose. Ils avaient une foi inébranlable en quelque chose. Ils piétinent la mitre des évêques, qui est quand même censé représenter l'Ancien et le Nouveau Testament. Le symbole parle de lui-même. Que dire aussi des livres qu'il a à ses pieds? On était un peu trop loin, donc je n'ai pas pu voir si quelque chose était gravé sur ces livres. Je ne sais pas ce qu'ils représentent. La statue de Sainte Anne, portant Marie, qui porte Jésus, qui attire notre attention sur un point que le clergé a du mal à définir, a du mal à parler, a du mal à accepter. Tout ceci accentué par un arbre de Jessé qui se trouve derrière. Cette autre sculpture est donc Sainte Anne portant Marie, portant le Christ. À nouveau pour attirer notre attention sur les femmes sacrées dans l'Église. Depuis le début de celle-ci, les dirigeants de l'Église nous mènent vers un système patriarcal, dans lequel ils veulent supprimer tout ce qui ne fonctionne pas avec le système patriarcal. Or, comme on le voit également
sur les arbres de Jessé dans la plupart des cas, la lignée royale de Jésus, du Christ, provient de sa mère et de sa grand-mère. Donc, les femmes ont une importance bien plus grande et l'Église veut la minimiser. D'ailleurs, quand on prie la Vierge Marie, on ne prie pas une déesse, on la prie en tant qu'intercesseuse envers Dieu. Mais ça, c'est l'Église qui nous le dit, le clergé. Et ici, la véritable déesse, c'était Marie. Après avoir fait le tour du chœur et admiré quantité de peintures flamandes, pour rappel, nous sommes en Flandre, le pays de la peinture figurative. Si vous aimez la peinture figurative, vous devez visiter les Flandres. Après avoir parcouru l'arrière du chœur, comme je vous le disais, Effantius arrive enfin face au trésor de cette église, la Madone à l'enfant de Michel-Ange. Il faut l'admirer de loin, des barrières nous empêchent de nous en approcher trop. En plus, une vitre est placée devant la sculpture, donc on a en plus droit à quelques reflets. La sculpture, bien que de taille modeste, elle mesure 1,25 m, m'impressionne au plus haut point. En effet, elle fait de l'ombre à ses deux voisines qui sont de part et d'autre de l'autel, et elle, d'une taille bien plus grande. Malgré tout, les cheveux, les plissés, les détails dans le visage, dans les mains, etc., on est face à un chef-d'œuvre qui fait beaucoup d'ombre à ses voisines. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu la Pietà de Michel-Ange à Rome, mais c'est évidemment dans mes projets de voyage. Ce ne sera pas une enquête d'Effantius, quoique, mais je voudrais la voir, vraiment. J'ai eu l'opportunité de l'étudier en photo sur des livres, mais maintenant que j'ai vu cette Madone à l'enfant à Bruges, il me tarde de voir cette Pietà à Rome. En effet, dans cette Pietà, regardez comment Michel-Ange a pu rendre hommage à la féminité. Regardez la pose de la Vierge. Regardez son visage. Voyez comment les détails du plissé du tissu paraît réel. C'est du marbre pourtant. Regardez les veines, les muscles, la pose des mains. C'est juste incroyable. C'est un chef-d'œuvre. Et bien, quand vous voyez cette Madone à l'enfant de Bruges, vous avez la même impression. Quand vos yeux vont d'une statue à l'autre, eh bien, même si les deux autres statues sont d'un travail remarquable, elles paraissent être des brouillons. Bref, nous sommes face à un chef-d'œuvre. Et vous avez vu la Pietà ? Dites-moi ça en commentaire. Outre le fait de voir cette œuvre en Belgique, rien ne vous étonne ? Savez-vous que c'est la seule œuvre de Michel-Ange qui a quitté l'Italie de son vivant ? Elle a connu quelques péripéties. Elle est arrivée à Bruges très vite après sa réalisation. 1504, quelque chose comme ça. Ensuite, elle a été déplacée. À la Révolution, elle a miraculeusement survécu. Elle a été enlevée par les nazis et retrouvée au fond d'une mine quelconque, emballée dans un truc en bois. Un fait intéressant, Dürer indique dans ses carnets qu'il a vu la Madone de Bruges, à Bruges. Il écrit qu'il l'a vue en 1521. Cette affirmation indique déjà que, donc en 1521, elle était à Bruges. On sait qu'elle y était même avant, mais ça le confirme. Donc, très tôt après sa réalisation. De plus, Dürer trouve cette statue suffisamment remarquable pour la mentionner. Il ne parle pas de l'entièreté de l'église, mais de cette statue spécifiquement. Dans les péripéties, comme je vous le disais, en 1972, la Pietà est agressée. On décide donc de placer une vitre devant la Madone à l'enfant. Et on place un périmètre de sécurité tout autour d'elle. En me rendant à Bruges, j'avais une idée derrière la tête. En effet, disons qu'une partie de mes enquêtes consiste à prouver ou à déterminer des interactions entre les artistes. La Madone de Bruges ici est un bel exemple. Je voudrais confirmer les interactions qu'il y a entre les artistes. Je pense
qu'ils n'ont pas juste agi à distance ou sur dessin de réalisation qu'ils ont fait. Non, je pense que physiquement, beaucoup d'artistes se sont croisés. Le carrefour est évidemment l'Italie. Mais par exemple, comment la force de Dubreuil peut ressembler autant à la force de Mantegna? Comment Tempérance peut être aussi semblable aux peintures de Botticelli? Les livres d'histoire nous racontent souvent qui sont les commanditaires pour une commande d'œuvre. Mais on nous donne juste ce tandem, celui qui a payé l'œuvre et l'artiste qui l'a réalisée. Moi, je pense que dans beaucoup de cas, on avait plutôt un triangle de travail. Donc, on avait d'abord le commanditaire, la personne, le mécène qui payait l'artiste et l'artiste. Les interactions étaient beaucoup plus fortes, je pense, entre le véritable commanditaire et l'artiste qu'entre le payant et l'artiste. Bien que, évidemment, j'imagine qu'il avait son mot à dire. Je pense donc, pour vous exposer une idée de cas concret, imaginez donc Marcille Ficin, chanoine à Florence, qui a besoin de réaliser une œuvre quelconque. Il s'adresse à Laurent de Médicis, pratiquement un ami, pour s'assurer que son œuvre sera payée. Laurent de Médicis donne son accord ou pas. Dans le cas présent, on va imaginer évidemment qu'il donne son accord. Le chanoine choisit son artiste et ensuite, ils discutent ensemble de comment elle est réalisée. On sait aussi que les artistes travaillaient évidemment peut-être seuls dans leur atelier, quoique même dans la réalisation propre de leurs œuvres, ils étaient dans des ateliers multipersonnels, j'ai envie de dire. Mais je pense aussi que dans leur réflexion, dans leur façon d'imaginer, de développer les idées pour une œuvre, ils n'étaient pas seuls dans leur coin, à l'exception peut-être de Michel-Ange, qui avait d'ailleurs cette réputation. Mais du coup, s'il a cette réputation de faire cavalier seul, ça veut dire que les autres ont la plupart du temps l'habitude de ne pas le faire. C'est donc comme ça, en fait, que je pense que le tarot a été créé, sur base de ce modèle de travail-là. Marcille Ficin, avec son école de philosophie, avec tout son entourage, comme Pic de la Mirandole, comme Pic de la Mirandole. Il possède aussi, ou en tout cas, il a accès à des artistes qui sont proches des Médicis aussi, mais donc pas un artiste, mais plusieurs artistes, dont Botticelli, dont je pense Dürer, dont peut-être Dubreuil, pourtant montois, mais on est pratiquement certain que Dubreuil est allé en Italie terminer sa formation, en tout cas, parce qu'il est revenu avec une idée architecturale qui aurait été beaucoup trop vite pour le temps, donc il a dû la voir visuellement pour pouvoir l'appliquer en tant qu'architecte dans le château de Binche. Je pense donc que beaucoup d'œuvres étaient réalisées de manière collégiale. Aussi, on se rend compte qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus mobiles qu'on ne veut bien le dire finalement, ou qu'on veut l'imaginer en tout cas. En effet, ici, on a quand même relaté l'histoire d'un Italien qui travaille pour la Belgique, dont un Allemand fait la visite et la relate. C'est assez européen déjà tout ça. On parle d'échanges entre les gens à la Renaissance et au Moyen-Âge. Mais comment échangeaient-ils? Est-ce qu'ils se contentaient de s'écrire des petites lettres? Est-ce qu'ils voyaient... j'imagine qu'ils n'avaient pas de photos de ce que un avait fait et que l'autre avait fait. Et donc, voilà, en fait, c'est pas bien lourd comme élément, mais on a ici quand même une preuve, donc qu'un Michel-Ange se retrouve à Bruges, donc en Belgique, à des milliers de kilomètres finalement de chez lui. Donc c'est que, voilà, on lui a demandé, il y a eu des échanges, il est venu ici ou on lui a donné ici. Alors, en même temps, je suis en train de voir ici une librairie, mais alors, du feu de Dieu, les gars. Ça n'a rien à voir, mais... Alors évidemment, beaucoup de choses sont en néerlandais ici. Mais pas que. C'est top. Et voilà, Jérôme Bosch par exemple, ça c'est un garçon dont il faudra qu'on parle aussi, c'est juste incroyable. Et je viens de voir le titre d'un livre super intéressant, L'invention de la Renaissance. Parce que je sais pas vous, mais j'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, d'un gars qui dit que la Renaissance n'existe pas. Ça a été inventé. Pourquoi pas? Donc il faudra qu'on en reparle. Bah, je vous avoue que c'est dingue, parce que, vous voyez, après mon petit voyage au Fagnol, là, ici, on est à Bruges. Ok, mais c'est pas la même chose. Je vous l'avoue. Fagnol, Bruges, c'est pas pareil. Sauf que, pour la Belgique, si, il y a quand même un énorme point commun auquel on n'est pas habitué. Il fait douf, il fait super chaud. On a 20 degrés. Et alors, moi, j'ai pris la grosse doudoune et tout le bazar pour partir. Et puis là, vous voyez, je suis en petit pull et en abon. Alors, là, pour tout vous dire, je retourne à la voiture
pour aller faire notre check-in à l'hôtel. Et sinon, là, on passe à côté d'une église, mais juste waouh également. Et vous voyez, vous connaissez la cathédrale d'Albi? Eh ben, ça me renvoie un peu à ces périodes où j'étais dans ce coin-là en France, où voilà, des cathédrales, des églises en briques, eh ben, on n'est pas habitué. Ce carnet des Fancius arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être encore là. Voyez où le tarot me mène, parce que quelque part, c'est encore lui qui m'a amené là-bas. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain carnet des Fancius.